Parlons. Design. Parlons. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel on va parler de Digital Psychology. Avant de commencer le podcast, je tiens à vous parler du partenariat avec Studio Module, qui a réalisé le jingle et qui va masteriser les 6 prochains épisodes du podcast Parlons Design, afin de vous fournir une meilleure qualité audio tout simplement. Donc le lien vers le site Studio Module est dans la description, vous pouvez aller le voir si vous avez besoin tout simplement de design audio. Parlons. Design. Parlons. Design. Design. Parlons. Design. Donc maintenant on va commencer ce podcast qui se base sur un site digitalpsychology.io qui a été partagé par le site Web Designer Trends de Arno Stekel, que j'avais eu la chance de rencontrer en février quand j'étais parti à Amsterdam grâce à Adobe. Donc Arnaud, si tu entends ce podcast, voilà, je te fais un petit coucou et je vous invite à aller voir le site Web Designer Trends. Si vous ne connaissez pas déjà, il y a plein d'actu sur le web design, comme son nom l'explicite assez bien. Et donc il y a quelques semaines de ça, il a partagé le site digitalpsychology.io qui recense en fait 9 lois un peu psychologiques qui peuvent être intéressantes à appliquer pour une interface web. Enfin en tout cas des biais psychologiques qu'il faut connaître pour pouvoir proposer une meilleure expérience à ses utilisateurs. Et du coup on va les étudier ensemble pour les appliquer tout simplement sur nos projets. Il y avait une série un peu semblable sur les lois de l'UX que j'avais fait il y a quelques temps qui vous avait beaucoup plu, et c'est pour ça que je me suis dit que ça allait être sympa de renouveler ça avec un côté plus psychologique. Donc on va commencer avec le premier point proposé sur ce site, qui est la technique de l'ancrage. L'idée globale de ça, c'est qu'on a tendance à attacher plus d'importance à la première portion d'information que l'on rencontre, notamment pour la prise de décision ou l'estimation de la valeur. En gros, la première chose qu'on va voir sur une interface, sur une page web, sur une application, c'est globalement celle dont on va le mieux se rappeler et celle qui va nous servir un peu d'encre de comparaison par rapport aux autres, de point de référence pour estimer le reste. Donc un exemple très concret, c'est si on propose plusieurs prix pour un abonnement, pour un service, pour une application. Si on te propose 3 prix, 129 € le premier, 59 € et 29 €, directement, les deux offres derrière, elles vont paraître relativement faibles. Alors que si on l'exprime dans l'autre sens, 29 €, 59 € et 129 €, les 129 € vont paraître énormes, les 59 paraissent quand même globalement importants, c'est le double de la première valeur qu'on a vue. Et donc voilà, ça peut être déjà utilisé quand tu as plusieurs offres à proposer. Mettre finalement 3 offres, tu mets le plus gros prix en premier, comme ça l'utilisateur va voir ce gros prix, va être impressionné et va voir qu'il y a des formules plus accessibles. Et ça c'est vraiment le principe psychologique de l'ancrage. Et donc c'est très important, notamment pour proposer des prix, mais ça peut être utilisé en fait un peu dans tout comparatif, pour diriger l'utilisateur vers l'option que vous voulez qu'il prenne. Dans tous les cas où il y a plusieurs produits à comparer, plusieurs options possibles pour l'utilisateur, il faut penser à ce biais psychologique d'ancrage qui va faire que la première valeur va donner une base, un peu une référence à l'utilisateur pour faire le meilleur choix, en fait un peu en étant influencé par ce premier élément. Par contre, en restant sur les prix, si vous avez 2 offres par exemple entre 29 et 39 €, donc 2 offres très proches, mieux vaut mettre dans ce cas-là l'offre la plus petite en premier, parce que l'utilisateur va avoir un prix d'accroche relativement faible et un autre produit avec peut-être beaucoup plus de valeur pour un prix légèrement plus haut. Et du coup, il aura cette référence de on peut avoir un minimum pour ce petit prix-là et on peut avoir un truc quand même beaucoup mieux pour quelques euros de plus. Donc voilà, faut l'utiliser intelligemment malgré tout, mais c'est vraiment un point important et surtout un point aussi qui veut dire que la première chose, le premier aperçu de votre application, de votre service est bien le plus important. C'est ça qui va ensuite déjà faire croire du moins à l'utilisateur que c'est bien un service bien pro, que tout est bien, si c'est bien clean, il va directement se dire ok c'est pro, il va plus avoir confiance en votre produit. Et donc vraiment ce premier aperçu est super important dans tous les cas. Également, le deuxième point qui est évoqué sur ce site, c'est engagement et consistance. En gros, on fait nos actions actuelles selon nos décisions et nos actes passés. C'est un peu la technique du pied dans la porte, comme ça s'appelle, je crois, en marketing. Et en gros,
quand on va faire quelque chose, on va confirmer ce qu'on a affirmé par le passé. Si par le passé sur les réseaux sociaux, je me suis fait passer pour un accro des chats, si j'arrive dans un magasin et qu'on me propose un gros truc, des produits pour les chats super classe, super, je sais pas, tu vois, je viens d'inventer l'exemple sur le tas, hein, c'est pour ça que c'est moyen. Et du coup, je vais avoir tendance à plus l'acheter parce que je m'affirme déjà comme un fan des chats. Et donc ça, c'est exactement ce qu'on va pouvoir utiliser également dans nos designs web. C'est-à-dire, on doit proposer à notre utilisateur de préparer une action si elle n'est pas faite immédiatement. Pour ça, un bon exemple, c'est la wishlist Amazon. Tu es sur Amazon, tu vois des produits, tu veux peut-être pas forcément l'acheter, mais par contre, tu peux l'ajouter à ta wishlist. Et une fois que tu l'as ajouté à ta wishlist, tu as fait ce premier engagement de dire « je suis intéressé par ce produit ». Et donc, psychologiquement, il y a beaucoup plus de chances que tu reviennes par la suite pour acheter ce produit qui est déjà dans ta wishlist, donc ce que tu veux, quoi. Tu t'as dit « je le veux ». Plutôt que si tu l'avais laissé sur Amazon et que tu l'avais pas récupéré dans une liste particulière. Donc ça, c'est une très bonne utilisation de ce biais d'engagement et de consistance réalisé par Amazon. Également, sur un processus d'inscription, ça peut être bien pensé comme ça, c'est notamment super bien fait par les banques qui vont te demander pour t'inscrire en premier les infos simples, ton nom, ton prénom, ton adresse mail, et en tout dernier les informations compliquées, genre certificat d'identité, etc. Et en fait, tu as commencé au début par rentrer dans le système, dire que tu voulais t'inscrire, tu as fait peut-être 75% du travail, maintenant tu as le truc le plus compliqué, et donc globalement, il y a peu de chances qu'à ce moment-là, tu abandonnes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut également réaliser dans nos designs. Laisser produit, ça retire un peu aussi de ce biais psychologique. Là aussi, c'est-à-dire qu'une fois que ton utilisateur a testé pendant 2 semaines ton nouveau super produit, gratuitement, il va beaucoup plus avoir tendance à l'acheter par la suite. Mais bon, ça, je te révèle rien, ça paraît plus logique. Et un petit tips également qui était proposé avec ce biais psychologique, c'est d'utiliser une checkbox d'engagement. C'est-à-dire, au lieu de juste faire appuyer sur un bouton pour lancer le service, ou pour s'inscrire au service, rajouter une petite checkbox, une petite case à checker, avec une phrase incitative. En mode, par exemple, pour l'application Loopster, dont je te parle régulièrement, sur laquelle je travaille en ce moment avec un ami, on pourrait faire, quand on s'inscrit, de cliquer sur « Je vais découvrir Paris d'une manière toute neuve ». Enfin bon, là c'est une très mauvaise phrase d'accroche. On fait checker ça, et globalement, psychologiquement, l'utilisateur aura dit qu'il allait utiliser l'appli, il allait vraiment tester ça, il allait redécouvrir la ville. Ça, c'est des biais psychologiques à tester et à mettre en place, mais c'est notamment, tu vois, très bien fait par des géants comme Amazon et par des institutions comme les banques. Donc je pense, voilà, on peut pas l'oublier, quoi. Et ensuite, le troisième et dernier point qu'on va traiter dans cet épisode, c'est l'aversion à la perte. La peur, en fait, de perdre. Pour résumer ça simplement, c'est les émotions de la perte sont bien plus fortes que celles du gain. C'est-à-dire, est-ce que tu préfères... Enfin, qu'est-ce qui va affecter le plus d'émotions chez toi? Que tu gagnes 200 € ou que tu perdes 200 € strictement? Mais bizarrement, perdre 200 €, globalement, ça va te faire beaucoup plus mal au cœur. Les émotions vont être beaucoup plus fortes que si tu gagnais 200 €, tu serais content, mais pas à la hauteur du point où tu serais énervé si tu perdais 200 €. Donc finalement, c'est attiré via le négatif. Et ça, si tu suis le podcast sur YouTube, c'est quelque chose de très utilisé. C'est-à-dire que plein de miniatures, plein de titres, utilisent des titres un peu aguicheurs, mais agressivement, où il y a quelque chose qui se perd, et ça va beaucoup plus t'attirer. Donc comment on peut l'utiliser dans nos interfaces? Tout simplement avec des titres négatifs. Au lieu de proposer un article avec comment avoir plus de temps, on va faire comment ne pas perdre ça. Et globalement, les gens vont être plus attirés, vont avoir plus d'intérêt pour ça, de manière psychologique, humaine, quoi. On n'est plus rien, on est comme ça. Après, ça peut être également utilisé quand tu veux vendre un produit en proposant un délai d'achat limité ou une quantité limitée. Ça crée une occasion rare, une peur de rater cette occasion de saisir ton produit, d'avoir ton produit à tout jamais, et du coup, ça peut susciter chez l'utilisateur, chez le futur client, une plus grosse envie d'acheter le produit immédiatement, maintenant, avant qu'il le perde peut-être à tout jamais. Et ce serait bien plus efficace de lui dire que vous pourrez potentiellement ne plus jamais l'avoir, que de lui dire vous allez avoir ça, ça, ça et ça. Faut que les deux soient complémentaires, hein. Forcément on peut pas juste lui dire tu n'auras jamais ça s'il y a rien, mais le fait de le rendre rare va faire que l'utilisateur va avoir plus tendance à l'acheter, à essayer ton produit.
Ça peut marcher également pour une bêta avec un accès limité. Également, le dernier point, dans le processus de création de compte, encore, si vous proposez à votre utilisateur de déjà interagir un peu avec votre produit, et au moment où il va faire une information cruciale comme enregistrer son travail par exemple, là, à ce moment-ci, lui proposer de créer un compte. Et en fait, il aura déjà fait une partie du travail. Donc globalement, il va pas vouloir perdre le temps qu'il a passé sur votre plateforme à réaliser quelque chose. Et donc il y aura beaucoup plus de conversion, de création de compte à ce moment-là que si vous le demandiez avant même qu'il puisse tester l'interface. Donc voilà, j'espère que ce podcast sur les biais psychologiques dans le design vous a intéressé. Si vous en voulez d'autres et qu'on explore les 6 autres points de ce site digitalpsychology.io qui sera bien sûr en lien dans la description, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes sur YouTube ou par message privé sur Twitter, @romainp_design. C'est pareil, dans la description, dans la note du podcast. N'hésitez pas à vous abonner également, à noter le podcast sur Apple Podcast, ça aide au référencement, et puis bien sûr à le partager avec vos amis. S'ils aiment le design, voilà, ils aimeront potentiellement ce podcast, ça permet de faire grandir la communauté, et puis potentiellement de partager du bon contenu avec vos amis. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Parlons Design.